Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. William Ruto déclaré vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des voix. Le vice-président sortant a devancé son adversaire, Raila Odinga, d'après les résultats de la commission électorale kenyane publiés 6 jours après les élections. Raffiner le pétrole au niveau local, c'est l'ambition du Cameroun qui, pour y parvenir, entend moderniser la SONARA, la Société nationale de raffinage, dont une partie des installations avait été détruite par un incendie en 2019. Les arts et les cultures vaudou à l'honneur de la Biennale de Ouidah, un événement qui se poursuit jusqu'à ce mardi au Bénin. Il accorde une place de choix aux créations artistiques contemporaines axées sur cette religion originaire de l'ancien royaume du Dahomey. William Ruto, vainqueur de l'élection présidentielle au Kenya selon les résultats officiels de la commission électorale publiés ce lundi. Après 6 jours d'attente, William Ruto, le vice-président sortant, l'emporte avec 50,49% des voix face à son adversaire, Raila Odinga, figure historique de l'opposition soutenue par le président sortant Uhuru Kenyatta. Raila Odinga se présentait pour la 5e fois. Il est crédité de 48,85% des suffrages. Des résultats donc très serrés. Les deux autres candidats, George Wajakoa et David Weiga, récoltent chacun 0,5% des voix. Des résultats publiés malgré le rejet par 4 des 7 membres de la commission électorale. Alors, quant aux résultats des scrutins parlementaires et locaux, élections qui se sont également tenues le 9 août, la compilation des résultats se poursuit. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a débuté ce lundi une tournée en Afrique qui va le conduire au Tchad et au Gabon. Mais avant, première escale au Mali, où le président Macky Sall s'est entretenu avec le président de la transition malienne, Assimi Goïta. Un échange à huis clos au palais présidentiel de Bamako. Il s'agit de la première visite du président de l'Union africaine au Mali depuis la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Ce déplacement intervient dans un contexte tendu entre la junte malienne et l'Union africaine. Parmi les sujets abordés, le cas des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en juillet dernier et inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Au Mali toujours, où les dernières troupes de la force Barkhane ont quitté officiellement ce lundi le territoire. Fin d'une intervention militaire française débutée en 2013 contre le terrorisme au Sahel. Et avec ce départ, le Niger voisin a accepté de conserver une base aérienne, mais aussi l'appui de 250 militaires français pour ces opérations militaires menées à la frontière malienne. Colère et indignation en Égypte après l'incendie qui a ravagé dimanche l'église Abou Sifine et qui a coûté la vie à 41 personnes dans cette église copte au cœur de la capitale. Pour certains témoins du drame, les autorités égyptiennes n'ont pas su réagir à temps. Les services ambulanciers et les pompiers auraient tardé à arriver sur les lieux de l'incendie causé par un court-circuit au beau milieu de la messe du dimanche. Samantha Saberou Saboubanga. Alors que de nombreux fidèles assistaient à la messe copte au Caire, un incendie s'est déclenché dimanche 14 août 2022, tuant ainsi de nombreux fidèles. Le premier bilan transmis par le ministère de la Santé fait état de 41 morts et 14 blessés, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. L'incendie qui est intervenu dans cette église située dans la banlieue du Caire est dramatique, non seulement déjà pour les victimes, aussi pour la communauté copte qui est assujettie à beaucoup de sujets, notamment de discrimination et de contexte tendu en Égypte. Et par ailleurs, elle vient cibler une fois de plus la vétusté des infrastructures en Égypte et sur lesquelles les autorités montrent leur faiblesse, voire leur largesse quant à la gestion de ce fléau, puisque cela a déjà touché par le passé notamment des hôpitaux, mais également une usine de textile, ce qui vient démontrer qu'en fait, les infrastructures ne sont pas exemptées, quel que soit le secteur.
Selon le ministère de la Santé égyptien, un climatiseur en panne dans une salle de classe au 2e étage du bâtiment où se trouve l'église serait la cause principale de cet incident. Le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé avoir présenté ses condoléances par téléphone au pape copte Théodore II. Les autorités locales ont annoncé une aide d'environ 2500 € pour chacune des familles des personnes décédées et de 500 € pour les blessés. In fine, ce qu'on peut dire, c'est que le président al-Sisi a voulu tout de suite éteindre, si puis-je m'exprimer ainsi, un second feu, celui des tensions qu'il peut y avoir au sein de la société civile, où les Coptes jugent être lésés et discriminés dans un certain nombre de secteurs. A priori, toutes les informations viennent corroborer qu'il s'agit bien évidemment d'un accident et que ce n'est pas un problème isolé par rapport à cette église. Et par ailleurs, le président al-Sisi a présenté ses condoléances à la communauté copte. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que les autorités égyptiennes ont bien réagi. En revanche, sur le terrain, c'est ce qu'ont déploré plusieurs personnes qui ont assisté à cet incendie. C'est l'arrivée tardive des ambulances et des pompiers et qui n'a pas pu du coup empêcher et endiguer à ce qu'il y ait davantage de victimes et de pertes au sein de cette église. Ces dernières années, l'Égypte connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces. En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l'incendie d'une usine de textile dans la banlieue du Caire. En 2020, 2 incendies dans des hôpitaux avaient coûté la vie à 14 patients atteints du Covid-19. Le Cameroun ambitionne de raffiner son propre pétrole. Le pays souhaite s'approprier la transformation. Et pour ce faire, les autorités camerounaises souhaitent moderniser l'unique raffinerie du pays, la Sonara, la Société nationale de raffinage, constituée dans les années 70, mais en partie incendiée en 2019. Reportage, Séverin Douqueux. Les autorités camerounaises envisagent de moderniser l'usine de la Sonara, la Société nationale de raffinerie dédiée aux produits pétroliers, pour réduire ses pertes financières. Bien que producteur de pétrole, il est tenteur d'une raffinerie au potentiel de production réduit. Depuis l'incendie du 31 mai 2019, le Cameroun doit importer le produit fini prêt à l'usage de l'étranger, une opération plus coûteuse. La raffinerie, dans son ancien process, produisait un certain nombre de produits dans le distillat qui est un produit semi-fini. Donc c'était un produit semi-fini qu'on vendait à d'autres raffineries qui tiraient le maximum de valeur ajoutée. Donc la raffinerie n'était donc pas rentable. Donc nous pensons construire désormais une raffinerie rentable qui va jusqu'à l'hydrocraquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. Moderniser l'usine raffinerie de la Sonara va permettre au Cameroun de tirer davantage de valeur ajoutée de sa production pétrolière et réduire ses pertes en subvention de produits pétroliers à la pompe. Pour le mois de juillet 2022, le pays a investi près de 138 milliards de francs CFA dans la subvention du carburant à la pompe. Une facture qui plombe les efforts du gouvernement dans l'utilisation efficiente des ressources disponibles. Le président a donc décidé de changer de paradigme et de réhabiliter la Sonara dans un contrat partenariat public-privé. Et nous disons, nous voulons une réhabilitation complète. On va construire les unités sinistrées en les modernisant et on va installer un hydrocraqueur pour que la Sonara produise jusqu'aux produits nobles. Le Cameroun perd chaque année plus de 800 milliards de francs CFA dans la subvention de carburant. Cette subvention représente 25% des recettes fiscales, 55% du budget d'investissement du Cameroun. Au cours des 2 dernières années, le Fonds national de développement agricole du Bénin aurait mené plus de 200 projets agricoles. Plus de 60 000 producteurs issus de plusieurs filières de l'agriculture sont concernés par les différents programmes conduits par le fonds qui au total a mobilisé 10 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur. Amenedji. Entre 2020 et 2022, au Bénin, 201 projets agricoles impactant 65 000 producteurs, toutes filières confondues, et représentant plus de 10 milliards de francs CFA ont été financés par le Fonds national de développement agricole. Sur l'effectif total, 49 ont bénéficié d'une bonification du taux d'intérêt, ce qui permet aux porteurs de profiter d'un taux d'intérêt réduit jusqu'à 2% de leur emprunt, selon des sources locales. Le secteur agricole est un secteur important au Bénin, car il représente à peu près 22% du PIB. Et donc la mise en
en œuvre d'un certain nombre de projets qui ont impacté des dizaines de milliers de producteurs, ont eu pour effet global d'impacter l'économie au niveau national. Ces éléments-là ont des effets conjugués sur, on va dire, l'accroissement de la contribution du secteur agricole au PIB. En 2020, 100 milliards de francs CFA avaient été attribués par le gouvernement pour activer le guichet 3 du Fonds national de développement agricole FNDA consacré à l'accès aux services financiers agricoles. L'objectif était d'appuyer les agriculteurs qui bénéficient difficilement de prêts pour défaut de garanties fiables. Pour permettre aux petits exploitants de paraître beaucoup plus fiables, il y a un certain nombre d'activités ou de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre. La première passe directement par la professionnalisation des petits producteurs, de les emmener à sortir de leur agriculture de subsistance et à se tourner plutôt vers l'agriculture de marché. Et également, on a la mise en place de normes de qualité, la définition de circuits clairs de distribution. On a également l'organisation même de ces acteurs-là, soit au sein des plateformes ou au sein d'organisations professionnelles agricoles. Au 30 juin 2021, le bilan fait état de 647 dossiers reçus par les banques et systèmes financiers décentralisés pour un montant total de 20 milliards de francs CFA. Après une étude, seulement 54 avaient été validés pour un montant de 4,47 milliards de crédits accordés et 300 petites et moyennes entreprises et industries. 2500 petits exploitants bénéficient actuellement de l'accompagnement conjoint des agences territoriales du développement agricole pour rendre leurs dossiers bancables. Les cultures vaudou au Bénin, tout un symbole dans ce pays berceau africain du culte des esprits et des ancêtres. Cette religion est bâtie autour des esprits de la nature, un patrimoine valorisé par les artistes des cultures vaudou au cœur également de la Biennale de Ouida qui se poursuit jusqu'à ce mardi. Voyez ce reportage de notre correspondant Lefti Ounouf. Ouida, la cité des Passais, hypocentre du vaudou, où siège le palais du leader religieux Dada Dagbo Kounokouna II, chef suprême du vaudou Mwendo, abrite la première édition de la Biennale Ouida 2022, Art et Culture Vaudou. Ce festival porté par l'association Laboratorio Art Contemporain et ses partenaires vise entre autres à revisiter la civilisation vaudou pour revitaliser la transculturalité mémorielle que génère le vaudou dans toutes ses dimensions. La Biennale Ouida 2022 met en exergue 3 axes, notamment le cultuel, les arts contemporains et le monde scientifique académique. Nous faisons rencontrer les différents mondes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent et qu'on harmonise un discours commun sur la culture vaudou qui a été beaucoup stigmatisée, qui a fait énormément de peur depuis l'époque coloniale. Nous saluons la présence de toutes les nations ayant en partage le vaudou, mais qui se sont donné ce devoir pour dire « je dois être à Ouida ». Cette Biennale Ouida 2022 a lieu en souvenir de la date mythique de la révolution du bois caïman. Il s'agit d'une révolution qui est née le 14 août 1791 en Haïti. La marraine du festival est l'écrivaine et ministre de la Culture, de la Communication de la République d'Haïti. Sa délégation présente sur la Biennale entend maintenir ses rapports avec le Bénin et renforcer ses liens avec l'Afrique. Au jour d'aujourd'hui, Haïti, mon pays, passe un moment très difficile et j'arrive ici pour apporter aussi un plaidoyer culturel, et un plaidoyer pour une justice, je dirais, métaphysique. Mais on a besoin de l'Afrique, on a besoin des autres pays. À noter qu'un cadre de concertation permanent de la Biennale est mis en place à l'occasion des journées d'études scientifiques tenues les 8 et 9 août 2022 à Ouida. Ce comité scientifique devra d'ici à 2024 œuvrer pour la création d'un centre de ressources sur les arts et cultures vaudou. Le Kenyan Geoffrey Kipyego remporte la 17e édition du semi-marathon international de Brazzaville au Congo. Une victoire dimanche 14 août à l'issue d'un parcours qui a rassemblé plus de 500 athlètes qui se sont affrontés sur plus de 21 km. Une compétition qui s'est terminée en beauté, notamment pour le Kenya. Le bilan de ce semi-marathon de Brazzaville dans ce reportage entre correspondants d'Eva Pansouf. C'est le président de la République qui a donné le départ du 17e semi-marathon international de Brazzaville ce dimanche 14 août 2022 au boulevard Alfred Raoul avant de suivre le peloton à trottinette. Après 1 h 3 minutes et 5 secondes de course, Geoffrey Kipyego a franchi le premier la ligne d'arrivée.
Il a devancé l'Éthiopien Diriba qui a réalisé un chrono d'1 heure, 3 minutes, 19 secondes et le Rwandais Félicien Mouitira, vainqueur des 3 dernières éditions qui a parcouru les 21,100 km en 1 heure et 4 minutes. Ce n'était pas facile. C'est humide mais la course était très bonne. J'étais un peu fatigué mais j'ai dû lutter jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand je vous ai dit que la piste était humide, c'est parce que je m'entraînais à midi, en basse altitude, sous un climat ensoleillé. Donc après ça, je suis venu ici et je vois que j'ai bien couru. La Kenyane Liliane Jegalat a détrôné sa compatriote Agnès Barsozio en 1 heure, 9 minutes et 55 secondes. Chez les nationaux, Kevin Bobando a tout donné jusqu'à perdre ses appuis après 1 heure, 11 minutes et 21 secondes. Chez les dames, la gagnante de l'édition de 2009, Chardevi Missamou, a réitéré l'exploit en 1 heure et 25 minutes. La nécessité de formation des athlètes est la priorité des autorités congolaises. Ça a été un peu facile, vu que ça c'est pour une 3e fois, je pense qu'on a fait le même circuit. Bon, en fait, mon secret c'était juste les entraînements. J'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé 2 fois, je travaille le matin et l'après-midi aussi. Vous regardez les chronos, on comprend qu'on a besoin de continuer à travailler et de travailler fort. C'est dans le travail que nous pouvons avancer et c'est dans la volonté, dans le travail répété. Sinon, on sera toujours les derniers. Et que nous, les autorités, que nous comprenons que c'est dans la formation que ces enfants pourront aller de l'avant. Les 2 dernières éditions du semi-marathon international de Brazzaville, celles de 2020 et 2021, n'avaient pas eu lieu à cause de la pandémie mondiale de Covid-19. Cette épreuve a été célébrée dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo le 15 août de chaque année. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.